Premier jour du mois de juin, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre a reçu hier le nouveau représentant spécial de la CEDEAO dans notre pays au centre des échanges, la médiation de la CEDEAO dans la crise sociopolitique et sécuritaire et l'agression physique du président de la République, Alpha Maïga, pour le compte-rendu. Voici le nouveau représentant spécial du président de la CEDEAO au Mali. Chaka Aboudou Touré, c'est son nom. Il est béninois. En rencontrant Monsieur le Premier ministre, je l'ai informé que sur décision des chefs d'État, le président de la commission de la CEDEAO a bien voulu me nommer comme son représentant spécial auprès du gouvernement du Mali. Je serai donc le chef de mission de la CEDEAO dans le cadre des efforts au niveau de la sous-région pour aider nos frères, nos sœurs à faire face à la difficulté que nous sommes en train de vivre en ce moment. Au cours des échanges, l'intervention de la CEDEAO dans le nord du Mali, le sujet a été longuement discuté entre les deux personnalités. Aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, je crois qu'avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes tout à fait d'accord qu'il va falloir que la CEDEAO conjugue ses efforts très rapidement avec l'Union africaine et le système des Nations Unies pour que nos résolutions des Nations Unies permettent d'avoir une intervention beaucoup plus massive pour essayer de régler le problème dans un premier temps et de manière assez rapide. Par la suite, la CEDEAO serait disposée à accompagner le gouvernement pour la consolidation de la paix qui se serait installée lorsque l'intégrité du territoire national aura été effective et ensemble avec les forces armées nationales qui vont jouer les premiers rôles, la CEDEAO continuera d'apporter sa contribution pour un rétablissement total à la fois de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale et surtout pour une paix sociale élargie et apaisée. Dans les jours à venir, Chaka Aboudou Touré sera reçu par les présidents des autres institutions de la République. Chaka Aboudou Touré, représentant spécial de la CEDEAO Mali, qui est plutôt togolais et non béninois. Le gouvernement ouvre le débat sur la question des problèmes de sécurité à Bamako et environ. Hier, le ministre de tutelle a réuni toutes les parties prenantes du district pour échanger sur les mesures à prendre afin de faire face à l'insécurité dans la capitale malienne. Ainsi, les uns et les autres demandent surtout le renforcement de la collaboration entre les élus communaux et les forces de sécurité. Ibrahima Traoré, compte rendu. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles du district de Bamako se retrouvent pour discuter de la gestion des problèmes de sécurité dans la capitale malienne. Le débat très franc a porté essentiellement sur la responsabilité de toutes les parties prenantes sur la question. Le but, protéger les personnes et leurs biens, mais aussi prévenir les dégâts. Car c'est connu, actuellement le banditisme s'amplifie dans la capitale malienne, surtout avec la prolifération d'armes qui résulte des récents événements survenus à Bamako et à Kati. À ce niveau, des mesures sont prises. Ces mesures portent entre autres sur l'interprétation des contrôles aux entrées et sorties de Bamako en vue de déceler des matériels porteurs d'armes, la multiplication des patrouilles sectorielles et d'envergure, le contrôle des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation qui peuvent provoquer des accidents avec délit de fuite ou transporter des individus dangereux. Que de propositions formulées par les intervenants pour atteindre l'objectif recherché. Tous ont notamment insisté sur l'équipement et la formation des agents de sécurité. Dans la foulée, l'on a beaucoup dénoncé aussi l'irresponsabilité de certains médias en temps de crise, la libération rapide des bandits et le comportement peu honorable de certains porteurs d'uniformes. L'adresse à mes collègues porteurs d'uniformes, nous devons par notre correction, par notre éducation, tranquilliser cette population dont nous devons assurer la sécurité. Je crois qu'à partir de cette réunion, les choses vont changer. Parce que vu ce qui s'est passé à Bamako, je pense que c'est très grave et que les autorités en ont pris conscience. Il faut restaurer l'autorité de l'État, comme l'a si bien dit quelqu'un dans la salle. Je parlerai de fermeté dans l'application des textes, dans l'exécution des ordres.
mais aussi de la communication. Qu'on aille à une lecture globale et totale du code de collectivité et d'aller à l'application intégrale de ce code, des dispositions de ce code de collectivité, parce que le code dispose de toutes les solutions pour une meilleure gouvernance de notre pays, et notamment en matière de sécurité. Le ministre Konaté a invité les forces de sécurité et les élus communaux à une collaboration franche pour faire face à la situation. Au terme de ces échanges de 3 heures, on a conclu que dans l'indiscipline des uns et des autres, la sécurité ne sera jamais gagnée. Il s'est avéré enfin que la lutte contre l'insécurité nécessite également le concours de la population, ce qui passe par l'information, la sensibilisation et l'éducation des citoyens. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient d'adresser une lettre circulaire aux structures relevant de son département. Cette lettre intime à ces structures de prendre toutes les mesures visant à désengorger les prisons et accélérer les procédures judiciaires. Annonce faite au cours d'une visite que le ministre a effectuée à la maison d'arrêt de Kati, suivie par notre reporter Mohamed Diarra. Les conditions de détention à la maison d'arrêt de Kati sont à améliorer. Construite pour 80 personnes, la prison de Kati accueille aujourd'hui 227 pensionnaires répartis comme suit. 103 inculpés, 65 condamnés et 52 prévenus pour seulement 18 surveillants. La structure n'a pas de véhicule de liaison. Les détenus sont transportés à moto pour les besoins de santé. Le triste constat a été fait par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ma conscience est heurtée quand on me révèle que la nuit, les détenus sont tenus de se coucher sur le flanc. Au-delà de l'interpellation, ça heurte toute bonne conscience. Et ces visites de prison visent à mettre le doigt, à constater de visu la réalité cruelle de nos prisons. Parmi les 227 détenus, on note une bonne cinquantaine de malades. Le service de la Croix-Rouge malienne a construit un hangar au sein de la prison en vue de la désengorger au moins pendant le jour. Avec l'appui de certains partenaires, vous voyez, il y a un chantier, il y a un projet de construction d'une infirmerie. Je pense que dans 1, 2, 3 mois, l'infirmerie, en tout cas, nous en aurons. Les surveillants de prison sont dans des conditions très, très difficiles de travail. Nous avons besoin d'un statut de nature législative. Face à cette réalité amère, le département de la justice envisage des solutions. Celle-ci passe par l'adoption des textes visant non seulement à désengorger les prisons, mais aussi à améliorer les conditions de vie et de travail des surveillants. Nous avons aujourd'hui même signé une circulaire consécutivement à la journée d'échange sur les mesures privatives de liberté. Cette circulaire contient un train de mesures qui vont nous permettre de désengorger les prisons. Il faut agir en amont. Il faut agir en amont en faisant en sorte que le mandat de dépôt ne soit plus un réflexe chez les magistrats. Aujourd'hui, nous avons décelé un cas où des gens ont été jugés depuis janvier 2012 et à ce jour, ils ne savent pas le sort qui leur a été réservé par la justice. Outre le centre d'arrêt et de détention, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendu au tribunal de première instance de Kati où il fut substitut du procureur. Il s'est aussi rendu à la gendarmerie de Kati, une prise de contact qui avait pour but de s'enquérir des conditions de travail des officiers et agents de police judiciaire. Hier 31 mai, le monde a célébré la journée mondiale sans tabac, une occasion pour revenir sur les dangers de sa consommation sur la santé, maladies pulmonaires, cardiovasculaires, maladies de la peau, risque de cancer. Les conséquences sont énormes et les consommateurs de tabac en sont conscients. Mais pourquoi reste-t-il accro à la cigarette? Y a-t-il des remèdes contre la consommation abusive de tabac? Les éléments de réponse dans ce reportage de Sidiki Dambeli. Quand on pleure, quand on dit qu'il est bon de pleurer quelquefois, c'est pour se soulager. Sur un autre plan, le silence, ça soulage. Donc fumer également, je ne dis pas tout le temps, mais ça soulage. Des 70 à nos jours, cela fait exactement 42 ans que cet homme fume, sans cesse. D'abord en imitant ses frères, aujourd'hui il est devenu accro. Ça procure une sensation. Parce qu'en fait, à supposer qu'on est en situation critique. Alors, le premier soulagement auquel on pense, c'est tirer une mèche de cigarette, quelques bouffées. Alors, quand tu prends les quelques taffes, ça te met un peu
dans un autre état de conscience. Les pressions de sa famille, de son entourage, rien à faire. Il fume comme il boit de l'eau. 3 paquets par jour souvent, et en raison de 1000 francs l'unité, un petit calcul, son budget cigarette tourne autour de 90 000 francs CFA le mois. Et il ne s'en offusque pas. J'avoue que si je mettrais à comptabiliser ça, c'est trop. C'est de la même façon que quand tu te mets à comptabiliser ton prix de condiment par mois ou par an, alors là, tu te mettras un jour à dire mais pourquoi ne pas opter pour une moralisation du budget familial. Est-il possible pour vous de faire toute une journée sans cigarette? Le mois de carême, ben je fume pas. Mais la nuit c'est... Ah non, la nuit c'est des rafales. Faire toute une journée sans fumer, vraiment il faut essayer. C'est se mettre à l'épreuve pour voir si on peut arrêter de fumer ou pas. Et pourtant, ces fumeurs sont tous conscients des conséquences désastreuses de la consommation de la cigarette sur la santé. Mais arrêter de fumer n'est pas dans leur vocabulaire. On l'a dit, que ça diminue la vision. Mais moi, je vois bien. Et je vois très loin. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? À ce niveau, en tout cas, je vois très bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois très bien. De 70 à maintenant que je fume, je vois bien. La cigarette joue sur tous les sens de l'homme. Ça te coupe l'appétit, ça te donne l'insomnie, tu ne dors pas, ça te diminue la vision, physiquement ça joue sur les nerfs. Bon, la cigarette, elle est dangereuse à tout point de vue. Mais pour les spécialistes en tabacologie, la cigarette cause beaucoup plus de dégâts qu'on le pense. Ici, le slogan fait grincer les dents à tout fumeur. La cigarette procure tout à l'organisme sauf la santé. Le tabac, il est responsable d'un vieillissement de la peau de l'individu. Au niveau de la bouche, les dents sont affectées, les dents perdent leur éclat, elles jaunissent et c'est le lit de toutes ces maladies stomatologiques dont les caries dentaires. Sans compter le fait que le fumeur, il garde toujours une mauvaise haleine. Le tabac est responsable de l'augmentation du risque de cancer. Tous les organes peuvent être atteints de cancer. Le tabac, il est responsable de maladies cardiovasculaires. Il baisse la fertilité et va jusqu'à induire une impuissance, surtout chez l'homme. Et chez la femme, en cas de grossesse, c'est des avortements à répétition, c'est des enfants qui naissent avec un petit poids, c'est des enfants qui naissent avec des maladies. Ils sont exposés et vulnérables, ceux qui fument une mèche ou un paquet par jour. La solution alors, c'est d'arrêter d'empoisonner sa vie et celle des autres. Le meilleur moyen pour arrêter de fumer, je dis d'abord que c'est la volonté. À côté de cette volonté, il y a des thérapies bien déterminées, bien codifiées, scientifiquement démontrées, qui ont fait leurs preuves. Je pense aux thérapies cognitives comportementales. Parallèlement, on peut lui administrer la nicotine, qui peut exister sous forme de patch, qui existe sous forme de gomme qu'on mastique, qui peut exister sous forme d'inhalation. Autre solution radicale proposée par certains, c'est d'arrêter tout simplement la fabrication des cigarettes ou à défaut, vendre les paquets au prix d'or. La cigarette donc est nuisible à la santé. À bon entendeur, salut. Actualité africaine, Mandela, 93 ans, fête les 100 ans de l'ANC. Il est apparu publiquement pour la dernière fois en novembre 2011. Une délégation de l'ANC a présenté la flamme, symbole du centenaire du parti, à Nelson Mandela. Une torche qui a éclairé les combats de milliers de Noirs contre l'apartheid. C'est dans son village natal, dans le Transkei, où il s'est retiré, entouré de sa femme Graça Machel, de ses petits-enfants, que le héros de cette lutte a participé aux festivités. Nous sommes ici maintenant parce que Madiba est de retour à Kounou. Nous pensions qu'il fallait revenir ici, ce lieu très important qu'est la maison de notre icône. En fait, pas seulement l'icône de l'ANC ou même de l'Afrique du Sud, mais du monde entier. Assis dans un fauteuil, Nelson Mandela est apparu figé, l'air absent comme déconnecté de l'agitation ambiante. Les rumeurs sur son état de santé sont récurrentes. Âgé de 93 ans, il a été brièvement hospitalisé en février dernier. Fragile, il se fait rare et ces images sont les premières après
8 mois d'absence. L'actualité en Afrique avec la libération au Soudan du travailleur humanitaire de nationalité anglaise Patrick Nouna. Et dans la même zone, les négociations se poursuivent entre le Soudan et le Soudan du Sud avec le médiateur sud-africain Thabo Mbeki, le dirigeant des rebelles Hutus qui ne sera pas jugé par la CPI, qui ne dispose pas d'assez d'informations pour le poursuivre. Il a été libéré. Premier pas d'homme libre de Patrick Noonan, un logisticien du programme alimentaire mondial de nationalité britannique, détenu pendant 3 mois au Darfour, un État en guerre civile à l'ouest du Soudan. Il a été libéré mercredi et remis aux autorités de son pays. L'identité des ravisseurs de Patrick Noonan n'a pas été rendue publique. Les négociations de paix entre le Soudan du Sud et le Soudan, qui ont repris mardi, se poursuivent à Addis Abeba. Ces pourparlers se déroulent sous l'égide de l'Union africaine. Ils visent à régler de nombreux différends qui opposent toujours les deux voisins, plus de 10 mois après la partition du Soudan en juillet 2011. Le gouvernement du Soudan arrive aux négociations avec des conditions. Ce dont on doit parler, ce dont il ne faut pas parler, cela nous préoccupe. Nous nous questionnons sur leur position. Nous sommes ici pour faire la paix. Sont-ils dans les mêmes dispositions ? Les pourparlers d'Addis Abeba interviennent après de violents combats à la frontière entre les deux pays ces dernières semaines. Faute de preuves suffisantes, la Cour pénale internationale ne jugera pas Calix Barushimana. Le dirigeant des rebelles Hutus rwandais était soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'est de la République démocratique du Congo. Annoncé mercredi, cette décision de la CPI confirme en appel celle du 16 décembre 2011 qui estimait que les éléments rassemblés par le procureur n'étaient pas assez solides pour un procès. Calix Barushimana a été libéré le 23 décembre 2011. Actualité ici chez nous, démarrage du mois Rajab, l'avant-dernier mois du début du Carême. Ce mois avec 3 autres sur le calendrier musulman constitue les 4 mois sacrés de Dieu. Il est ainsi recommandé au cours du 10 mois de se repentir et de multiplier les bienfaits. Quelle est l'importance réelle du Rajab pour les musulmans? Quelles sont les pratiques recommandées? Modibo Mariko nous donne les détails dans ce dossier. Rajab ou Rajaba, qui signifie en arabe honorer, donner de l'importance, est le 7e mois du calendrier musulman. Au-delà du simple mois que le commun des mortels lui reconnaît, Rajab constitue avec 3 autres mois, notamment Zul Qada, Zul Hijja et Muharram, les mois sacrés dédiés pour les musulmans. Le mois de Rajab fait partie des mois sacrés qui ont été bien sûr identifiés dans le Coran. Un verset qui nous dit, qui détermine le nombre même des mois de l'année, que le nombre de mois de l'année chez Dieu en islam est bel et bien 12 mois, et dans lesquels nous retrouverons, n'est-ce pas, 4 mois sacrés. Pourquoi les mois sont sacrés? C'est Dieu qui décide. C'est lui dans sa miséricorde qui décide que tel mois est sacré et tel mois ne l'est pas. Donc c'est dans cette miséricorde-là qu'il a décidé que le mois de Rajab est un mois sacré. Et pendant tous les mois sacrés, en fait, toutes les œuvres qu'on fait en ce moment prennent beaucoup plus de valeur que les autres mois. Si Rajab est séparé d'un côté des 3 mois cités plus haut, il forme d'un autre côté du calendrier un trio avec 2 autres mois bénis, Shaban et Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, parlant de ces 3 mois, disait que Rajab est le mois de Dieu, Shaban, son mois à lui, et Ramadan, le mois de la Oumma, c'est-à-dire de la communauté musulmane. Ainsi, de par sa position, avant-dernier mois avant le mois de Carême, le Rajab prépare les musulmans à accueillir les jeûnes. Le musulman se prépare, s'exerce avant, n'est-ce pas, d'entrer à l'adoration d'Allah par le jeûne. On conseille beaucoup plus, n'est-ce pas, les sacrifices et les prières dans le Rajab, et surtout le jeûne. Il y a des hadiths qui précisent que quiconque jeûne un jour, n'est-ce pas, dans le Rajab, dans le mois de Rajab, le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là l'éloignera d'un an, n'est-ce pas, de l'enfer. C'est un mois de liberté.
C'est un mois où on peut, si c'est le jeûne qui est facile, il faut jeûner. Si ce sont les prières surrogatoires qui te sont faciles, si c'est le zikr simple comme subhanallah wa alhamdulillah, tout ce qu'on peut faire, aider les pauvres, tout ce qui est considéré comme bonnes œuvres sont les bienvenus pendant ce mois. Une autre particularité de ce mois se trouve dans la nuit de son 27e jour, appelée Nuit de l'Ascension. De façon unanime, les musulmans arrivent à honorer cette date-là en temps comme la date, n'est-ce pas, de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Et vous savez que le plus beau cadeau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu dans son ascension vers les cieux, dans sa visite privée avec le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, était la prière. Vous voyez, donc nous pensons qu'il faut beaucoup multiplier les prières surrogatoires dans le Rajab, et que le 27e jour, il y en a aussi, il y a d'autres écoles aussi qui gênent ces jours-là spécifiquement pour avoir, n'est-ce pas, de la baraka et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ainsi recommandé aux musulmans de multiplier les bonnes œuvres et de s'abstenir de faire du mal, car tout comme les bienfaits, les mauvaises œuvres aussi ont un effet de démultiplication. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ne courez pas vers le Satan dans ces mois-là. C'est-à-dire, on recommande beaucoup plus d'abstinence, beaucoup plus d'adoration, n'importe quelle adoration. Il n'y a pas de différence, que ce soit la prière ou le jeûne ou, n'est-ce pas, la sadaqa, les sacrifices, tout est bienvenu. Il faut multiplier les œuvres de bien pendant ce mois sacré et les autres mois sacrés, mais en même temps, il faut s'abstenir des mauvaises œuvres. Parce que pendant ces mois sacrés aussi, si les bonnes œuvres nous rapportent plus, les mauvaises œuvres aussi nous coûtent plus cher vis-à-vis de Dieu. Et c'est des mois, c'est des occasions propices vraiment pour se rapprocher de Dieu. On fait le bien, mais il faut encore faire davantage de bien pour en profiter. Nos amis soufistes et les écoles, il y a les écoles mouridis par exemple, pensent que les 10 premiers jours de Rajab sont très très sacrés, et quiconque s'adonne à l'adoration de Dieu pendant ces 10 premiers jours-là sera béni et sera récompensé d'une haute place dans le paradis. Donc il y en a qui pensent aussi que le premier jeudi de Rajab est sacré. Dieu a ainsi rendu sacré ces mois pour que les musulmans lui vouent une considération particulière de ces fêtes. Rajab est par excellence le mois des istighfar ou des demandes de pardon à Dieu. Et depuis le mercredi 23 mai dernier, date officielle de son démarrage, les musulmans du Mali ont redoublé d'ardeur dans la pratique de leur foi, seul ou en groupe dans les lieux de culte, pour se repentir et aussi prier pour le retour de la paix dans notre pays. Fin de cette édition. Retrouvée à 20h à Ouétouré. Je serai là demain s'il plaît à Dieu à 13h. En ce jour saint, prions pour le Mali. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci.